Bonjour Guy-Philippe. Bonjour Nicolas. Alors Guy-Philippe, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoir IA. Donc Guy-Philippe est enseignant à l'école de guerre économique, advisor sur des questions de cyberdéfense, de cybersécurité, notamment pour PwC et Expon Capital. Euh, Tu es l'auteur d'un livre, d'un roman super intéressant que j'ai acheté et commandé à lire qui s'appelle Babel Minute Zéro. Donc un livre qui est d'actualité parce qu'il évoque un conflit entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle de Taïwan. Et donc avec nos enjeux sur l'IA, TSMC, Nvidia, tout ça, ben, on parle beaucoup de ça, donc on en reparlera. Et en plus, tu as écrit ce livre en 2007. Et tu as écrit aussi plusieurs nouvelles courtes d'anticipation, évoquant un effondrement du monde de l'assurance par un risque cyber, des nouvelles tactiques de guerre cyber et cognitive, donc des sujets passionnants. Et surtout, ben, on a très envie d'échanger avec toi sur l'IA. Avec plaisir, parce que c'est un domaine assez extraordinaire, il faut en parler. Je remercie au passage mon auditeur Dove qui nous a mis en relation, fidèle auditeur, et qui m'a chaudement recommandé de faire cet épisode avec toi, Guy-Philippe. Donc, on le salue. On le salue avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié. Dove, si tu nous écoutes. Parfait. Donc, Guy-Philippe, selon toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative? Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de ces technologies sur les derniers mois? Je dois avouer que ça a été un phénomène en plusieurs vagues à titre personnel. euh, et à chaque fois, des vagues à la fois mêlées de crainte et d'émerveillement. Je dois aussi avouer qu'aujourd'hui, c'est de très loin l'émerveillement qui l'emporte. Et j'expliquerai un petit peu pourquoi. Et je suis même un petit peu excédé par certaines questions euh, de, de risques systémiques pour la société ou de risques dangereux où on évoque même des chocs biologiques, nucléaires, où il me semble qu'il y a une part d'excès fort par rapport à des réalités en termes de sécurité cyber d'un côté, d'autre part par rapport à ces parts d'émerveillement. Mais je dois dire que je m'en suis un petit peu voulu parce que tu l'as évoqué, donc j'ai des activités de prospectiviste, il m'arrive d'écrire des essais et des fictions prospectives. Il m'arrive aussi d'organiser, co-organiser avec des partenaires des jeux prospectifs où on se plonge dans un monde à venir. Voilà, donc comme beaucoup, le futur me passionne. Et j'ai vu apparaître cette question de l'IA générative. Alors la question de l'IA en tant que telle, en tout cas de sa révolution industrielle dans le milieu des années 2010, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'autres dans la tech, on avait suivi avec beaucoup de curiosité et d'attention, tout en se disant, OK, on est là dans des techniques de statistiques d'apprentissage, c'est intéressant, à quel point on va avoir quelque chose qui va tout d'un coup un petit peu renverser la table. On ne le savait pas trop, mais on savait depuis 2015-2017 effectivement qu'en raison de l'évolution technologique, on était arrivé à quelque chose qui était beaucoup plus opérationnel. Et puis donc il y a l'arrivée de ChatGPT au 30 novembre et comme tout le monde, j'ai pris les vagues de manière successive, comme beaucoup d'amis d'ailleurs. J'ai fini par me rendre compte, et je m'en suis voulu parce que ça a pris quand même le temps. Ça a pris quand même un peu plus d'un mois, un mois à 2 mois, me rendre compte Ouais. qu'on était là face à une vraie révolution de l'équivalent, c'est tout le temps augmenté, d'abord de quelque chose qui ressemblerait à l'arrivée de l'iPhone en 2007, puis de façon plus globale de quelque chose qui ressemble en fait à l'arrivée d'Internet pour le grand public, on va dire au milieu des années 1990. Donc voilà, à titre personnel, à date, pour moi, c'est une révolution dans la révolution, c'est-à-dire qu'on a déjà connu la révolution numérique, digitale, etc. Et à l'intérieur de cette révolution, il y a une nouvelle couche qui est peut-être aussi puissante et qui est celle donc de ces IA génératives, qui est un sous-ensemble évidemment de l'ensemble plus large et plus général de l'intelligence artificielle, mais qui a des propriétés qui sont assez fascinantes. D'une part, une extrême facilité à l'utiliser en langage naturel. Ça,
d'un point de vue sociologique, ça va avoir des implications qui sont extraordinaires. D'autre part, des propriétés émergentes que l'on découvre. Et je dois le dire, moi, je ne viens pas du tout du domaine de l'IA, mais j'ai quelques amis qui sont des vrais spécialistes et qui le sont depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années. D'ailleurs, certains qui me disaient en rigolant, il y a encore 10 ans, ils se réunissaient et ils se disaient, mais pourquoi on a choisi ce domaine-là? Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On a choisi une voie de garage en termes de Une carrière. voix de Bon, garage. voilà. On voit à quel point, d'ailleurs, dans le numérique, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir des révolutions brusques et puis tout d'un coup, voilà, ceux qui se retrouvaient tout en bas de l'échelle, entre guillemets, se retrouvent tout en haut. Ben, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, mais donc, certains de ces vrais amis experts sur les questions technologiques, je ferai le distinguo, j'expliquerai pourquoi, m'ont dit, même de notre point de vue, on n'avait pas saisi la rupture que pouvait représenter ou certaines formes de rupture que pouvaient représenter donc ces IA génératives qui arrivent à maturité avec GPT 3.5, puis 4, avec Claude 2, etc., avec les autres LLM en Bien open sûr. source, Lama 2, etc. Bon. Euh, et donc là-dessus, effectivement, des propriétés émergentes qui m'ont fasciné de plus en plus, et une en particulier que j'ai trouvée assez révolutionnaire en fait, et qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille pour me dire qu'on était face, encore une fois, à une révolution dans la révolution, une révolution au carré avec l'IA, c'était la capacité à développer du code. Bon. Ouais. Et même si cette capacité, encore aujourd'hui, est assez limitée, même si on ne va pas fabriquer toute une stack avec GPT 4.0 ou Copilot ou d'autres, euh, il y a quand même posé là en germe une transformation qui est peut-être rapide, où on a beaucoup entendu depuis quelques années l'émergence des biens du low-code ou no-code, c'est-à-dire une appropriation plus générale de la capacité à programmer, qui aujourd'hui reste encore confinée à une population finalement très étroite quand on voit les effets économiques de la révolution digitale, puisqu'on pense qu'il y a entre 25 et 27 millions d'ingénieurs programmeurs uniquement entre guillemets sur notre base terre, et je le mets à nouveau en rapport avec une économie numérique qui aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde les plus grandes boîtes au monde par capitalisation boursière, représente de mémoire 8 des 10 plus grandes, donc qui est vraiment au Bien sûr. cœur de la transformation capitaliste nouvelle de nos sociétés. Donc, on a comment dire, une population très étroite. Or, on avait le code, no code qui commençait à dire oui, mais les frontières de cette population peuvent être un peu plus larges. Et là, tout d'un coup, on a un nouveau système où non seulement on peut commencer à développer des lignes de code en faisant les instructions, avec un code qui n'est pas souvent propre, mais peu importe, c'est un point de départ. Mais de surcroît, et ça c'est un point qui est aussi révolutionnaire, on a face à nous un système d'apprentissage, un instructeur qui va aller naturellement à notre rythme et qui va pouvoir nous aider, et avec d'ailleurs lequel on peut poser n'importe quel type de question, il ne va pas s'en offusquer, et il sera toujours très poli, c'est ce qui voilà. Bon. Mais ce qui veut dire que on peut y aller franco avec notre prof qui est vraiment notre prof à nous, comme si on avait notre propre tuteur qu'on se payait, sauf que évidemment le coût de tout ça est extrêmement faible. Bon. Et Mmh. ces éléments-là, mis bout à bout, offrent, ne serait-ce déjà que sur la programmation et donc la génération de services en ligne, de services logiciels de manière plus générale, quelque chose qui est en réalité assez révolutionnaire, et donc révolutionnaire sur deux dimensions qui vont être explorées, révolutionnaire sur la manière de travailler et révolutionnaire sur la manière d'apprendre à travailler. Mmh. Révolutionnaire sur la manière de travailler parce que bon, moi, j'ai fait beaucoup de conseils, et tu l'as dit d'ailleurs dans mon parcours. Bon. Et entre guillemets, on vend du jurhomme, on vend des idées qui, la plupart du temps, sont distribuées soit, entre guillemets, sur slide, soit dans un échange quand on se pose en tant qu'advisor. Beaucoup plus rarement,
mais ça m'est arrivé par le passé, on a pu développer des services logiciels qui vont encapsuler les idées, la réflexion pour le client. Bon, là, potentiellement, on a une transformation, et je ne parle pas uniquement que pour les consultants business en entreprise, mais en fait pour tous ceux qui travaillent en entreprise, où le travail ne va pas être juste de la gestion d'idées, ce que l'on fait, tiens, serre-moi un rapport, je veux comprendre, écris-moi un rapport, Bien prenons une sûr. décision, mais la fabrication de plus en plus large d'outils d'aide à la décision, d'outils logiciels d'aide à la décision, parce que tout d'un coup, on va pouvoir les fabriquer avec l'IA. C'est Hmm. pas encore exactement ce que l'on voit aujourd'hui, mais c'est très clairement les perspectives pour moi qui sont ouvertes par cette nouvelle génération d'IA générative. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je reviendrai, si tu veux, c'est la capacité à apprendre. Parce qu'à nouveau, on a un tuteur, on a un professeur particulier qui, si vraiment on veut mettre les moyens, va coûter $20 par mois. Si vraiment on veut mettre le paquet, on n'est pas très malin, va coûter $40 par mois parce qu'on va prendre et GPT 4.0 et Claude 2, ok. Bon, ou acheter Diapo. Et d'ailleurs, on est idiot parce que je crois que Diapo, on peut avoir les deux pour les mêmes $20 par mois. Mais bref, on peut avoir non pas un prof, mais plusieurs profs à un coût extrêmement réduit, disponible 24 heures sur 24, capable de répondre à exactement toutes les questions que tu souhaites. Donc, on entre là même dans un renouveau de ce qu'on a pu appeler l'échange socratique. Et moi, c'est beaucoup ce que je fais en fait avec ces Bien IA sûr. génératives. Et donc là, il y a une transformation. Bon, donc, je reviendrai peut-être là-dessus, mais bon, et ça m'a fallu du temps pour comprendre un petit peu tout ça. Ça m'a fallu peut-être 3, 4, 5 mois pour le comprendre, pour le tester. Mais voilà, non seulement il y avait ce sentiment que c'était une révolution dans la révolution, mais en plus, de mon point de vue, c'est qualifiable et c'est précisément ce qui est en train de se passer sur cette révolution potentielle du travail et cette révolution potentielle de l'apprentissage du nouveau travail. Bon, Très bien. alors, à Toi, côté de ça, l'outil que tu utilises le plus, Guy-Philippe, donc c'est ChatGPT et Claude 2. alors moi, c'est GPT-4, hein, voilà, ça snob, voilà. Bien sûr. Euh, Claude 2, parce que souvent, ils font pas exactement la même chose. Il y en a certains qui peuvent être meilleurs sur certaines tâches que d'autres. Aussi Bing, Mhm. parce que même là, Ouais. il y a des formes de variation. Bon. Et puis, alors, j'aimerais utiliser, parce qu'on peut le faire via huggingchat.co et aussi Perplexity Labs. Il faudrait que je teste un peu plus Llama 2, c'est intéressant, ou même Mistral. Bon, et pour l'instant, je me focalise un petit peu sur les grands commerciaux hein, que sont Claude 2 et GPT 4.0, et Bing aussi, j'ajoute. Hmm. Euh, et quand je fais de la recherche aujourd'hui, donc au lieu d'utiliser Google, que je continue quand même encore à utiliser un tout petit peu, mais de façon désormais quasi systématique, j'utilise perplexity.ai. Ouais. Ouais, tout à fait. Ce qui est super intéressant, bah, sourcé et sur des données live donc d'internet, super interface. Ouais, ouais, tout à fait, très bel outil. Guy-Philippe, est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing? Une question très compliquée, euh, parce que c'est un petit peu the truth is in the eye of the beholder d'une certaine façon. Et alors, ce que disent les spécialistes sur ces questions-là, et moi je ne fais que reproduire ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même deux dimensions au test de Turing qui a été posé en 1950, à savoir il y a la capacité effectivement à, entre guillemets, tromper comment dire, un interlocuteur humain qui ne sait plus distinguer si la réponse vient d'un interlocuteur humain, d'un interlocuteur machine d'une part, et d'autre part, il y a quelque chose d'un peu plus nébuleux, d'ailleurs, que pour moi, reboucle sur les questions très nébuleuses de AGI, qui sont est-ce que il y a une compréhension profonde, pluridisciplinaire de la connaissance qui est utilisée et donc digérée et ressortie par l'interlocuteur machine. Sur ce deuxième point,
La réponse, pour beaucoup de spécialistes, est non, je l'entends, mais ça pose une question et une réflexion personnelle. Mmh. Bon, la question, c'est, OK, mais ça veut dire que quelque part, tu me demandes à ChatGPT, et donc sous-jacent au modèle GPT 4.0, etc., d'avoir déjà des formes peut-être d'AGI, vraiment? Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est avoir une connaissance profonde? Et ça, là encore, ben, franchement, donne-moi une définition précise de AGI et je te donnerai un test, un référentiel, et pour l'instant, il n'y en a pas. OK? Mmh. Et deuxième point, est-ce qu'il y aura une question un peu intéressante d'un point de vue anthropologique? Euh, à nouveau, on peut se dire que quelque part, nous-mêmes, lorsqu'on parle et on réfléchit, euh, on utilise plusieurs formes d'intelligence, en fait. Et on va avoir des capacités cognitives, analytiques, euh, déductives, ou d'une certaine façon, on utilise des modèles qui vont être objectivés, explicites et qui nous permettent de réfléchir à une question et d'ailleurs de nous forcer à construire des modèles ou d'affiner ces modèles. Et puis d'un autre côté, on va avoir, et c'est très souvent le cas d'ailleurs, très sincèrement, et c'est peut-être la plupart du temps ce cas-là, ce qui serait une manière intellectuelle de réfléchir de façon heuristique, c'est-à-dire sur la base de tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a entendu d'un point de vue un petit peu statistique dans notre cerveau, ce qui ne ressemble pas nécessairement à ce qui fonctionne évidemment dans ChatGPT, mais on est on a une manière de fonctionner qui est, on dirait, heuristique. Je te donne un exemple. Là, je Mmh. suis en train de te parler et je te fais des phrases avec sujet, verbe, complément, mais je peux te jurer que jamais au grand jamais, je réfléchis dans ma tête très précisément à quelle va être la construction précise de ma pensée, à où est-ce que je vais mettre chaque mot. Non, tout ça me vient naturellement. Et je pense que c'est pareil pour toi aussi. Voilà. Voilà. Tu n'es peut-être pas totalement humain, mon cher Nicolas. Mais faut le dire, et je dois te dire, c'est marrant parce que quelque part, ChatGPT et tous ces LLM renvoient une certaine image d'une certaine façon de penser que nous, êtres humains, nous avons, pas toutes, mais une certaine façon. Moi, je me dis souvent, désormais, que dans ma manière de répondre, surtout quand j'ai une vague idée et puis je le construis au fil de l'eau, comme ça m'arrive très souvent quand même, faut le dire, eh bien, oui, je suis une machine heuristique et je suis une machine heuristique plus ou moins aussi ou moins bien performante que un ChatGPT. Et très sincèrement, il m'arrive ou de m'écouter, ce qui est pas forcément le plus intéressant, mais ou d'écouter les autres, ce qui est toujours passionnant, et de me dire quand même, il y a à côté, en fait, un vague sens quelque part et qui va être distribué d'une façon relativement inconsciente, donc avec une part, on va dire, très heuristique, et qui est dans chacun d'entre nous. Donc je dirais simplement que, d'une on ne sait pas exactement ce que c'est les GI, mais je pense que de manière générale, notre manière de penser, elle a un minimum, et je suis pas un spécialiste non plus forcené des questions cognitives, mais elle a un minimum trois centres de, comment dire, d'émanation de la pensée, je sais pas comment dire autrement. L'une qui va être donc ses capacités analytiques, mais qui est nécessaire, et Bien qui sûr. nécessite en amont d'expliciter des modèles et donc d'apprendre des modèles, de l'expliciter et voir de les faire évoluer. D'autre part, eh bien, ces éléments de machine heuristique que j'ai évoqués. Ensuite, et ça c'est quelque chose d'assez profond, un système émotionnel que nous avons tous, et ça ce sont un petit Ouais. peu les shortcuts que nous avons de notre passé évolutionnaire et qui sont nécessaires, la peur, l'amour, la surprise, le jeu, etc. Bon voilà. Et puis peut-être derrière une gestion intelligente de la mémoire, et puis derrière aussi plein d'autres choses qu'on n'a peut-être pas forcément encore complètement craqué. Hein. Et je ne veux même pas entrer dans les questions de conscience, et je ne sais pas si les questions de conscience derrière nous poussent à entrer dans des choses profondes et philosophiques, ou au contraire pourraient être des choses très simples et très animales. Je n'en sais rien. Bon. Mais tout ça pour dire que d'une certaine façon, je vois dans la manière que j'ai de parler, que certains ont de parler, des éléments de machine heuristique que nous avons tous, que je retrouve dans Bien ces sûr. LLM. Voilà.
Écoute, je suis tout à fait d'accord, et je trouve aussi que enfin, je le dis très souvent sur le podcast, c'est qu'en fait, ça nous fait nous poser des questions sur notre manière à nous de fonctionner, sur notre intelligence, notre conscience et tout à fait sur la machine heuristique, heu, la manière dont on apprend, les la simulation qu'on peut avoir, tu vois? C'est passionnant en fait, et je pense qu'on progresse aussi beaucoup comme ça. Je Hem, suis d'accord, Nicolas. Et tu sais, de manière générale, d'une certaine façon, on est en interaction constante et on se transforme avec les systèmes d'information qui sont aussi évidemment des outils de compréhension du monde. Un des plus bels exemples d'un syst- d'un tel système qui nous a transformés et qui nous aide à comprendre le monde, c'est tout simplement le langage. bien sûr, le plus vieil outil et le plus Voir important. le langage et la parole écrite. Et Mmh. Et oui, et on voit d'ailleurs de manière générale une différence entre les personnes qui sont alphabétisées et ceux qui ne le sont pas en termes de, par exemple, de tests de quotient intellectuel. Et donc, le fait même d'avoir cette structuration qui est l'apprentissage d'un langage nous permet de gérer plus d'informations et peut-être de manipuler plus d'informations. Et puis après, au-delà, il y a tout le jeu de systèmes d'information qui, en tant que tels, parfois nous permettent d'aller encore plus loin dans des espaces de réflexion émergents qu'on n'avait même pas sentis. Je donne juste un exemple là-dessus parce que j'en parle beaucoup. Je donne tu l'évoquais, je Mmh. donne un cours à l'école de guerre économique sur la cyberpuissance et j'évoque un petit peu donc ces questions de système d'information pour juste reposer certaines bases. Et je dis souvent que, euh, par exemple, l'écriture en tant que telle a transformé nos sociétés. Est-ce que jusque-là, la loi était portée par la parole d'une personne, un grand chef religieux, un grand chef politique? À partir du moment où elle se déplace et est écrite sur de la pierre, sur de l'argile, via l'écriture, tout d'un coup, elle devient plus neutre, plus objective. Elle vit au-delà de la vie du grand leader religieux ou du grand leader politique. Elle est réinterprétable et donc elle n'appartient pas qu'à le grand leader, mais elle peut être en fait utilisable par tous. Elle démocratise la pensée et elle permet donc l'établissement de lois ou plus objectives ou réinterprétables et donc d'aller plus loin dans la justice et d'éviter la dimension subjective si elle n'était tenue que par un grand chef. Bien Donc sûr. on voit, et alors je vais aller même dans des aspects civilisationnels, évidemment, on ne pourrait pas penser les trois grandes religions des trois grands livres saints sans évidemment l'invention de l'écriture, tout simplement. Oui, oui, tout Voilà, à fait. c'est quelques éléments. Tout comme, les États-Unis sans la constitution, donc oui, oui, tout à fait. Heu, Guy Philippe, j'aimerais te j'ai il y a Sam Altman qui a écrit un tweet récemment pour passer un petit peu sur, le cyber. Heu, il a dit qu'il pensait qu'en fait, d'après leurs recherches les plus récentes, en gros, se rendre compte qu'on arrive à des capacités de persuasion superhumaines, supérieures à celles de l'humain. Donc bien avant d'arriver donc, à l'AGI, à l'intelligence artificielle générale, heu et que donc en fait ça aurait certainement des conséquences, assez étonnantes, assez, étranges, sur la société pendant cette période un petit peu, d'overlap. Heu, ce J'étais assez étonné de ce tweet. Je l'ai On l'a pas trop vu venir, en fait. On a l'impression que c'est une découverte qu'ils font en avançant, vers l'AGI et qu'ils se rendent compte qu'en fait, heu, ces modèles donc, mais on le sait dans leur capacité de simulation, mais que ces modèles ont des capacités de persuasion incroyables. Est-ce que tu penses que ça veut dire que, potentiellement, ces modèles vont être détournés de leur usage, à des fins, malveillantes et donc pour faire, heu, plein de cyberattaques, des fraudes, du phishing, et que ça va être donc un point important sur, la cybersécurité?
Bah, écoute, je serais tenté de dire bienvenue dans l'espèce humaine avec ces gens sympas et puis ces criminels. Et ces gens pervers. Oui, évidemment. Le, le point de Sam Altman est intéressant. Bon, alors l'année dernière, j'avais été invité à l'Expo universelle de Dubaï pour parler des futurs dangers du cyber. Et un des points que j'avais évoqué, c'était la capacité demain qu'il pourrait y avoir des avatars capables de passer le test de Turing, est capable de bien comprendre en fait la personnalité de telle ou telle cible, capable de s'introduire d'ailleurs sur n'importe quel réseau, qu'il s'agisse de réseaux sociaux d'amis ou professionnels ou romantiques. Et d'ailleurs, pourquoi pas incarner la même personnalité qu'on retrouverait sur ces trois réseaux, de façon à avoir des effets combinés et avec une très bonne connaissance psychologique, et bien d'être capable de faire ce que font tous les services de renseignement lorsqu'ils approchent des cibles humaines, à savoir soit séduire, soit convaincre, soit faire chanter, de façon évidemment à retourner soit des influenceurs importants dans certaines sociétés, soit des masses plus larges de la population. Bon, comme d'ailleurs avait déjà essayé de le faire, je ne dis pas nécessairement le mot réussi, mais en tout cas essayé de le faire des gens du renseignement russe avec de vastes campagnes sur les réseaux sociaux en 2016 pour retourner une partie de l'opinion américaine, ou encore mieux pour faire se monter les uns contre les autres différents groupes à l'intérieur de la population américaine avec l'espoir de créer une forme de mini-guerre civile larvée, etc. Bon, Hmm. alors la réalité de tout ça, c'est que quand je parlais de ça dans ma tête, parce qu'en plus, évidemment, ces avatars qu'on va retrouver dans tous les réseaux sociaux et qui sont là pour te séduire ou te faire chanter ou te convaincre, ils vont pouvoir aussi agir en essaim. Il n'y a pas nécessairement un avatar qui va pouvoir s'adresser à toi, te tamponner, mais tu pourrais en avoir plusieurs dizaines. Comme ça, tu vois, tu vas être pris sous différents angles, tu vas pas faire attention et donc, en tant que cible, eh bien, tu vas te faire avoir. Bon. Euh, Hmm. dans ma tête, je voyais ça pour dans 5 à 10 ans. Ouais. Et ben voilà, on a de facto la technologie, en fait. Euh, je voyais pas, entre parenthèses, je voyais pas ça pour un truc ultra futuriste, mais pour un truc qui prendra quand même 5 ans à émerger, à venir, à se développer. Bon. Là, on a effectivement, avec les IA génératives, plusieurs propriétés émergentes que l'on découvre au fil du temps et qui, mises bout à bout, permettent d'avoir les capacités nécessaires pour réaliser le type d'opération que je t'ai évoqué. Euh, Au moins 3 points. Il y a une étude très récente qui est sortie, il faudrait que je retrouve les sources, mais qui a montré que rien qu'en lisant les posts de gens qui s'expriment sur Reddit, on est capable à 85% de bien identifier l'âge, le sexe, l'endroit où il se trouve, même peut-être des éléments socioprofessionnels. Ok. Donc, d'avoir déjà une bonne vision de qui est la personne avant même qu'on ait commencé à lui poser des questions. Ensuite, c'est ce que démontre Miral Kozinski, qui est un grand chercheur sur les questions à la fois psychologiques et digitales à Stanford. C'était lui qui avait tiré la sonnette d'alarme sur Cambridge Analytica. Euh, Hmm. Kozinski a démontré que, d'une part, je crois que c'était GPT-4, était capable, avec suffisamment d'informations, d'établir ton profil de personnalité sous forme Ocean, ton niveau d'openness, de conscienciosité, d'extraversion, d'agréabilité, de neuroticisme, qui sont des éléments, je peux le dire, très utiles pour arriver à bien comprendre la personne et comment s'adresser à elle. OK. D'autre part, Kozinski avait fait des tests sur ce qu'on appelle Theory of Mind. Theory of Mind, c'est la Ouais. capacité qu'ont les enfants au fur et à mesure où ils grandissent à mieux comprendre quelles sont les intentions des adultes qui sont en face d'eux. Ok. Est-ce que ils sont là juste pour jouer ou est-ce que ils ont d'autres arrière-pensées? Est-ce qu'ils te mentent, etc. Les adultes ou d'autres personnes. Bon. Et ce que Kozinski avait démontré, c'est que avant GPT-3, aucun LLM était capable de passer le test du Theory of Mind.
Ouais, GPT 3.5 était capable de le passer tel qu'un enfant, GPT 3.0, pardon, était capable de le passer tel qu'un enfant de 7 ans. OK? GPT 3.5, tel un enfant de 9 ans. OK? Et GPT 4.0, tel un adulte. incroyable. OK? Donc, Mmh. capacité à trouver de l'information, à inférer de l'information sur la cible, capacité à comprendre son profil de personnalité, capacité à comprendre même certains des éléments d'intention dans l'interaction. OK? Donc là, j'ai quand même réuni des capacités très fortes pour faire de l'action psychologique très, très, très pointue. Je rajoute un dernier élément qui est tout simplement le fait d'avoir des chatbots conversationnels. Ouais. Le fait d'être dans un échange, eh ben, mécaniquement, on est des êtres humains et on projette sur la machine une humanité certaine. C'est pour ça d'ailleurs que même moi, je dois le dire, parfois je remercie GPT 4.0 où j'essaie de me conduire d'une manière polie. Ok, je pense que derrière ça, il y a une question évolutionnaire de la nécessité de maintenir des normes. Bon, mais je referme ça parce que là, on est dans le domaine de l'hypothèse. Mais bon, voilà. Et, et il est certain que être dans un mode conversationnel, eh bien, là, il y a là quelque chose qui, d'un point de vue peut-être de l'action psychologique, est encore plus fort que juste lire des messages. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Bon, donc, tout ça mis bout à bout, la réponse est oui, il y a une menace avérée, il me semble, et il va falloir s'en prémunir. Mais voilà, comme toute l'histoire des technologies, est-elle plus grave ou moins grave que d'autres? Je n'en sais rien. Est-ce que à date, elle peut atteindre le niveau de risque existentiel pour l'humanité? Je n'y crois pas pour l'instant. Je n'y crois d'autant moins que le vrai problème des technologies en rupture, c'est le manque de réactivité de la société, en particulier de l'État, qui est là, en tout cas, pour poser la régulation finale. Après, la société civile peut déjà mettre en place des codes éthiques, etc., et les groupes privés, mais après, on attend quand même de l'État, pour plein de raisons, qui pose des régulations. Bon, là, on voit déjà, non seulement le G7, mais surtout, parce qu'il aura un effet d'impulsion très fort, les décisions extrêmement récentes qui ont été prises par l'administration Biden, en Ouais. n'attendant même pas que le Congrès américain passe une loi, mais en allant directement sur des executive orders. Donc ça Bien permet sûr, d'aller beaucoup plus vite. on a été un petit peu étonnés par cette décision, c'est qui nous a pris un peu de court par rapport à notre AI Act. Ouais. Et puis surtout, ce qui est mis au cœur de ça, alors du point de vue américain et de l'établissement de standards, bah, c'est bien joué, entre guillemets, mais d'un autre côté, on l'attendait, c'est le NIST, qui est le bureau américain vraiment de référence sur toutes les questions des standards technologiques. Par exemple, en cybersécurité, c'est vraiment un des grands centres de référence dans tout le monde occidental. Et donc là, on a refilé, entre guillemets, la patate chaude à Nice, mais tant mieux, quelque part, parce que là, il y a quand même une institution qui a beaucoup de crédibilité par le passé et aussi un pouvoir régulateur qui est très fort. Donc, il y aura un effet d'impulsion. Ça, c'est une Bon. institution américaine? Oui, Mmh. c'est une institution américaine. Donc, évidemment, on va dire, ouais, c'est pas une institution européenne. Ben ouais. Bon. Entre parenthèses, tout ce qui est cryptographie post-quantique, qui est un autre débat, bah, là aussi, l'institution qui a pris le pouls du problème le plus rapidement et qui, juste là pour le coup, par sa crédibilité et son impact sur quand même ce qui reste le plus grand marché cyber du monde, qui est le marché nord-américain, et le plus grand marché numérique du monde, qui reste le marché nord-américain, et ben, le choix, tout ce qui est d'algorithmes pour la crypto post-quantique, bah, Mmh. qui est encore en train de se définir, mais qui est poussé par NIST, bah, va être extrêmement Ouais. important. On voit bien là que, peut-être aussi d'ailleurs, tu sais, pour
Je vois ça sous un angle américain, évidemment, hein, mais peut-être aussi avec l'idée d'avoir finalement qu'un seul centre référent pour les questions de sécurité technologique et de pas multiplier les centres avec un risque de disperser comment dire, la parole, ce qui peut se comprendre sur l'aspect régulatoire. Bon, voilà. Pour les États-Unis, il y a NIST, et comme tout simplement le premier marché du monde et pour les technologies numériques et à l'intérieur pour les technologies cyber, c'est le marché américain. Il est clair qu'il aura un pouvoir régulateur très très fort. Ça n'empêche pas, D'accord. nous, si on a des standards, de pouvoir les mettre en avant. Euh, voilà, enfin le jeu va être un peu compliqué. Mais c'est comme Oui, ça. oui, oui. Ok. Pour se détendre un petit peu par rapport à ça, si on imagine en fait les enjeux sociétaux, et en prenant un exemple, j'aimerais bien avoir ta vision, parler de cette persuasion, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur tu vois, il y a des applications de rencontres qui utilisent des modèles GPT. Donc, il y a Replica qui est assez connu pour ça. Il y a une autre application qui s'appelle Blush et qui simulent en fait, donc qui ont des conversations, qui simulent en fait, l'existence d'un partenaire, et qui, de temps en temps, en tout cas sur certains utilisateurs, arrivent à, créer une vraie relation et un attachement avec eux. Heu, Sans être dans le prisme cyber et sans penser tout de suite là au risque, comment est-ce que tu vois ça évoluer? Et est-ce que tu penses qu'il y a des vraies relations qui peuvent se développer dans les années qui viennent entre, l'homme et tu vois un chatbot quoi, grosso modo. Bon, alors, en fait, si tu me permets, et si on peut ouvrir un peu le sujet sociétal, parce que Bien il sûr, est gigantesque. Il bien est sûr, allons-y, gigantesque. allons-y. OK. Euh, et il est gigantesque, d'autant plus qu'on parle maintenant, en 2023, où l'ensemble des grands pays occidentaux sont en face d'effritements sociétal graves, qui sont d'ailleurs à l'origine de l'explosion des populismes. Populisme d'extrême gauche, populisme d'extrême droite. Bon. Et je vais revenir sur ce que tu as dit. Euh, je reprends les problèmes les uns après les autres. Et je veux vraiment prendre là, pour le coup quelque chose. Là, on a parlé des aspects potentiellement dangereux, et il faut voir toujours le danger, évidemment, dans les technologies. Si on regarde le feu, évidemment, c'est super parce que ça permet d'avoir la lumière, ça permet de cuire la nourriture, ça permet aussi de mettre le feu dans la hutte du voisin. Bon. Mais sans le feu, on ne serait pas là où on est. Bon. Et c'est pareil avec l'IA. Et je voudrais vraiment qu'on focalise sur les aspects Très bien. positifs aussi, d'autant plus qu'en Europe, comme souvent, on est quand même un petit peu jaloux de ce qui se passe aux États-Unis, parce que même si on a d'excellents chercheurs français, et on voit avec Yann LeCun et avec toute l'école autour de ça, bon, bah, ils sont partis aux États-Unis. Je serais tenté de dire, ils ont raison. Ça ne veut pas dire que c'est une perte pour la France, on pourrait y revenir, au contraire. Mais voilà, comme ça, les choses quand même démarrent plus aux États-Unis. Il y a une forme de réticence, et alors après, on essaie de voir que les mauvais côtés, alors qu'au contraire, il faudrait s'emparer encore plus fortement de ces révolutions. Bon, alors j'ai fait une longue Mmh. digression. Je vais aller directement au sujet. Premièrement, le chatbot, on est face, oui, il y a un sujet qui est important qui est l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose qui nous est fondamental, qui nous est vraiment humain, et d'ailleurs, qui de toute façon est propre quand même, d'ailleurs, j'exagère, à l'ensemble des mammifères. Bien sûr. Il y a une émotion particulière dans l'apprentissage qui s'appelle play, le jeu, qui est propre à l'apprentissage et qu'on retrouve chez tous les mammifères. Euh, L'apprentissage, eh bien, il concerne aussi évidemment les comportements amoureux. Et si on peut avoir des manières de tester et de s'améliorer, entre guillemets, je vois pas où est le mal. La réponse paraît bête, mais derrière, elle répond à quelque chose qui est fondamental, qui est apprendre toujours. Bon. Oui. À côté de l'aspect, alors potentiellement un petit peu délicat, qui est d'être une espèce de palliatif à un manque humain face à des sociétés
où il y a de plus en plus de solitude et une réduction, une dégradation du capital social. Bon. Euh, donc le mieux, c'est quand même que les gens se rencontrent et se parlent entre eux, parce on est une espèce profondément sociale et on en a besoin, on en a même besoin physiologiquement. Bien sûr. Mais si de temps en temps, on peut avoir une béquille qui nous aide, je serais tenté de dire, pourquoi pas, avoir à cadrer avec des travaux de psychologues qui pourront vérifier les effets psychologiques positifs, négatifs, là aussi, de ce type de bot. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra estimer et qu'il faudra voir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés humaines qui sont frappées par des épidémies de solitude. On vit aussi dans des sociétés humaines qui sont très inégalitaires et où on a une distribution très inégale du bonheur. Et c'est ce que montrait John Clifton, qui est le patron de Gallup, dans des sondages qui sont assez saisissants qu'il évoquait pour des économistes il y a de ça 2 ans. Donc on était en 2021 et comparait la situation aux États-Unis entre 15 ans plus tôt, 2006-2021, en posant une question, notez votre vie entre 0 et 10. Bon. Oui. Et en 2006, il y avait de mémoire que 1,5% des répondants qui disaient ma vie, elle vaut 0. Et j'insiste là-dessus, il faut se mettre à la place d'une personne qui note sa vie non pas 1 ou 2 ou 3 sur 10, mais 0 sur 10. Bon. Ça, c'était en 2006. 1,5. 15 ans plus tard, 2021, ah pardon, et les gens qui mettent leur vie 10 sur 10, là, waouh, top of a cream, ok, il y en avait 3,5%. 15 ans plus tard, le nombre de gens qui notent sa vie 0 sur 10 est passé de 1,5 à 7,5 fois 5. Ah. Et entre parenthèses, le nombre de gens qui notent leur vie 10 sur 10 est passé de 3,5 à 8, à peu près le même niveau. Hmm. Donc on voit une polarisation, entre guillemets, du bonheur. Et moi, je suis très content pour les gens qui sont très heureux, super. Mais évidemment, j'ai très peur pour les gens qui se mettent un zéro à leur vie. Et on peut voir les liens avec ce que Angus Deaton appelle le death of despair, l'explosion de suicide ou de destruction de soi par l'alcoolémie, par les opioïdes, etc., que l'on voit de façon très très claire aux États-Unis, mais qu'on commence aussi à voir en filigrane en Europe, où on ne voit plus, dans certaines couches de la population, d'évolution positive de l'espérance de vie. Et ça, c'est dû Hmm. à ces phénomènes-là. Bon. Donc, bon, ok. Donc, il y a cet aspect, je peux mieux apprendre, et ça, c'est toujours bien, ou peut-être ça peut servir de béquille. Et maintenant, je voudrais prendre cette question-là et l'élargir, si tu m'y autorises, Bien sûr, bien sûr. c'est gentil à toi, et donc l'élargir à une question plus générale où je voudrais précisément parler de cette question du malheur dans les sociétés occidentales. Et du malheur dans les sociétés occidentales, dont l'un des effets de bord qui peuvent être extrêmement dangereux, c'est la montée en puissance de tous les extrémismes politiques, et de gauche et de droite. Bon. Et tu vas voir qu'il y a un lien potentiellement direct avec notre conversation sur l'IA. Donc pourquoi, si tu me permets d'attendre 1 ou 2 minutes, pas plus, Allons-y. pourquoi il y a eu cette explosion du malheur? Il y a plein d'explications, mais une des explications qui est la mieux validée par la littérature scientifique, c'est tout simplement la très forte hausse des inégalités sociales. Et il y a un sentiment d'injustice et ou un sentiment de retrait de la société, j'y arriverai jamais. Voilà. Donc, et ça crée ou la colère ou le malheur, les suicides ou le vote extrémiste. Bon. Qu'est-ce qui explique cette explosion des inégalités sociales depuis maintenant, il faut le dire, une trentaine d'années? Pas mal de choses. Euh, Peut-être ce que diraient des gens comme Piketty, je grossis le trait, mais on est dans une période de paix et donc il y a une accumulation du capital sans avoir les moments de solidarité qui constituent les guerres. Bon, Mhm. ça c'est une version.
tout à fait valable. Mais il y en a une autre qui est très intéressante et que je souligne d'autant plus qu'elle a été proposée par le nouveau prix Nobel d'économie Claudia Goldin, qui est connue pour d'autres travaux, les inégalités hommes-femmes, qui est la raison profonde pour laquelle elle a obtenu le prix Nobel, mais qui a aussi développé des travaux passionnants sur l'origine des inégalités aux États-Unis, avec d'ailleurs des travaux reprenant et qui ont été faits par la suite en collaboration avec des gens comme David Autor, qui est très connu sur justement ces questions de technologie, d'IA et d'impact social. David Autor, qui est un économiste américain. Et en gros, Claudia Goldin et Lawrence Katz, avec qui elle a coécrit, et David Autor, par la suite, ont démontré que cette explosion de la polarisation liée aux inégalités est liée en fait à une inégalité profonde qui est l'augmentation de la valeur entre en gros, les gens diplômés et les gens pas diplômés. Je la fais très courte. Et ça, on le voit à partir des années 60, mais à contrario, et c'est là où on rebondit sur l'IA, au début du XXe siècle, Mhm. il y a cette inégalité déjà très forte entre les diplômés, mais ce n'est pas les mêmes diplômés qu'aujourd'hui, parce qu'on demande un petit peu moins en termes de technologie et de sciences, donc les diplômés et les non diplômés. Alors qu'il y a une révolution technologique comparable à celle de l'IA, qui est celle de l'électrification, qui transforme entièrement les ateliers de production. L'électrification et puis aussi l'essor des moteurs à explosion pour la logistique. Mais à l'intérieur de l'atelier, on n'a plus besoin du petit manutentionnaire qui est là pour placer dans l'atelier. Non, on peut avoir des ateliers beaucoup plus structurés avec des systèmes électriques et des moteurs électriques qui vont faire tourner les pièces. Mais on a par contre besoin désormais de techniciens. Donc, on a Ouais. besoin de gens qui sont du niveau secondaire. Et là, il y a une révolution sociale américaine qui est celle qu'on appelle le High School Movement, qui est tout d'un coup, on passe de 10% de la population qui a le niveau secondaire, niveau bac, à 50% de la population entre 1910 et 1940. Et c'est cet effort éducatif qui t'amène de gens qui étaient un peu en dessous du niveau primaire à tout le monde à peu près au niveau secondaire, qui permet la contraction de l'écart salarial. Hmm. Okay, et ça se continue au cours de la deuxième partie du XXe siècle, mais là, la technologie, elle avance. Et comme la technologie, elle avance, on a besoin d'encore plus d'éducation. Donc, on a besoin cette fois non pas d'amener les gens au niveau de l'instruction primaire, ce qu'on a fait un peu au cours du XIXe siècle, non pas au niveau de l'instruction secondaire, ce qu'on a réussi à faire au cours du XXe siècle, mais désormais au-delà, et de le faire vite, parce que la technologie va vite. Donc, les amener à un niveau bac plus 3, bac plus 4, Hmm. universitaire, et qui colle à notre enseignement technologique. Sauf que ça coûte beaucoup trop cher et puis un coût d'opportunité. Et donc, on stagne. Et en gros, la société aujourd'hui, elle est entre ceux qui ont les bons diplômes, et par exemple aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui ne votent pas Brexit, et ceux qui n'ont pas les bons diplômes, et ceux qui ont une vue pessimiste du monde, et qui en Grande-Bretagne ont voté Brexit, et puis sinon ont voté pour les populismes d'extrême gauche et surtout d'extrême droite. Ouais. Alors pourquoi l'IA, elle joue un rôle dans ce débat-là? Parce que l'IA a deux effets. Le premier, c'est qu'elle risque d'accélérer encore plus ces inégalités. Mais le deuxième, et qui est extraordinaire, c'est que, et je voudrais juste m'arrêter sur ce dernier point, Hmm. c'est que l'IA, je repars sur le fait que j'ai un prof, un mentor à 20 dollars par mois. En réalité, je peux désormais avoir comment dire, le tuteur qu'on a à Cambridge ou à Oxford pour quasi rien, et qui peut t'accompagner dans tous tes efforts de formation. Formation que tu es entre 0 et 25 ans, et puis évidemment après au-delà. À un Hmm. coût qui a été totalement contraint. Et donc là, il y a une chose dont très peu de personnes ne parlent, mais qui pour moi a une portée révolutionnaire, c'est la portée révolutionnaire d'une éducation et d'une formation pour tous adaptée exactement au bon niveau des personnes, à un coût extrêmement faible et qui va permettre d'égaliser par le haut la société. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de gigantesque qui offre comment dire, à titre personnel, un optimisme très fort et une voie peut-être meilleure pour nos sociétés occidentales, pour autant qu'on n'ait pas peur et qu'on le fasse. Un dernier point là-dessus,
L'instruction permet d'égaliser par le haut, mais on voit d'ailleurs déjà dans l'usage de l'IA, dans plusieurs études qui ont été faites dans le monde juridique, dans le monde des agents bancaires, que ça aide tout le monde à avoir ces outils d'IA générative, mais en particulier, les gens qui sont très bien notés montent un peu, et les gens qui n'étaient pas bien notés montent beaucoup plus. Et donc là encore, c'est quelques études donc, à confirmer, mais on commence à avoir une nuage Ouais, de points, notamment et l'étude du qui montrent BCG, oui, avec l'IA comme un grand égalisateur. Euh, ouais. exactement. Donc juste pour, pour tenir là, en fait, ce que l'on voit potentiellement, c'est l'IA et dans l'apprentissage et directement dans le travail comme un très profond égalisateur par le haut de nos sociétés. Et donc, voilà, on pourrait peut-être poser là les naissances d'une forme de technosocialisme soft, ok, euh, mais qui ferait que tout d'un coup, eh bien, ces inégalités sociales, elles vont finir par se résorber, pour autant qu'on n'ait pas peur, évidemment, d'utiliser les bons outils. Et donc là, évidemment, il doit y avoir un effet d'entraînement et de la société civile, et puis aussi de l'État à tous les niveaux, pour embrayer et bien encadrer cette transformation. Mais il y a là réellement quelque chose auquel je dois le dire, je ne m'attendais pas il y a encore 9 mois. Et bon, Nicolas, on n'a pas suffisamment changé, mais si tu demandes à Dove, il pourra te dire, la plupart du temps, je suis plutôt assez Cassandre. Et c'est un petit peu mes fonctions d'aller voir où sont les futurs merdiers. Bon. Ouais. Et là, oui, il y a des problèmes, mais à côté de ça, il y a quelque chose d'extraordinaire autour de cette IA. Et d'extraordinaire dans ses effets sociaux incroyablement bénéfiques. Et je le dis, Hmm. non pas parce qu'on va trouver une nouvelle technologie, parce qu'on va trouver des vaccins, parce qu'on va trouver de manière de traiter le cancer, et bien sûr qu'on le fera, et tant mieux, mais parce que sur une chose très profonde de la société, qui est la nécessité d'avoir un minimum d'égalité, eh ben, sinon les choses explosent, eh bien, on risque là d'avoir effectivement une technologie qui va nous amener à ça, pour un coût extrêmement faible. Donc là, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire. Écoute, merci de nous partager cette vision. Ça fait plaisir d'avoir. Écoute, j'en suis persuadé aussi. Il faut absolument qu'on arrive à permettre à tout le monde d'utiliser l'IA et de progresser avec l'IA. Et je suis tout à fait d'accord, ça peut vraiment changer le monde dans le bon sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler de plus en plus, le plus possible et l'utiliser le plus possible. Et c'est ce qu'on fait ici. Guy Philippe, je veux absolument évoquer un sujet avec toi, c'est les enjeux géopolitiques autour de Taïwan. Taïwan, donc tu en as parlé déjà dans tes nouvelles, dans tes romans. J'ai pas encore réussi à avoir le point de vue d'un invité vraiment sur ce sujet-là, alors que ça me semble être quelque chose de crucial, de manière très basique. On se dit, bon, bah tiens, il y a l'usine TSMC qui est là-bas, qui produit donc l'intégralité des GPU Nvidia, c'est 95% de part de marché dans l'IA. Voilà. Et il y a des risques sur Taïwan entre, ben, avec les États-Unis et la Chine, d'un conflit potentiel. Euh, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça? Et pour le coup, euh, sans forcément être Cassandre, mais en imaginant peut-être différents scénarios, est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus, Guy Philippe? Bon, alors on va Et faire 30 secondes de géopolitique. excuse-moi, pour finir, et en se disant que, bah, forcément, aujourd'hui, ces GPU ont une importance colossale, au-delà simplement de la géopolitique, de se disputer un, un terrain, une île, mais aussi parce que ça permet derrière, au niveau du pouvoir, de la dominance sur la technologie de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, alors, 30 secondes de fond géopolitique. Et je le dis parce qu'évidemment, on a aujourd'hui des chocs très graves au Moyen-Orient.
on a des chocs très graves en Ukraine et depuis le 24 février 2022. Euh, et on a une pression de plus en plus continue sur Taïwan qui vient de la Chine. Alors pourquoi je parle de tous ces points-là? En gros, pourquoi je mets dans le même sac Russie, Chine, Iran, qui sont partenaires, alliés, on ne sait pas, mais en tout cas, qui sont partenaires. Euh, on est face aujourd'hui à un renouveau, on va dire, de la contestation contre le monde occidental, qui a émergé de façon un petit peu chaotante. Euh, il y a peut-être d'ailleurs des effets du Covid qui ont créé une personnalisation très forte des pouvoirs politiques. On l'a vu et en Russie et en Chine d'ailleurs aussi. Euh, il y a peut-être le constat que, et là on est clairement dans notre zone Indo-Pacifique et dans la question de Taïwan, on a l'émergence d'une puissance chinoise désormais, bon, donc clairement la deuxième puissance économique du monde. Et d'ailleurs, faut le dire, avec une Union européenne qui est en passe d'être déclassée du point de vue de son PNB rapporté au PNB mondial. Donc vraiment, en fait, un groupe de tête avec les États-Unis et la Chine, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était l'Union européenne hein, qui était quasiment à touche-touche avec le PNB américain. Et derrière, effectivement, donc une contestation très forte de l'ordre occidental, dont en fait le fer de lance est de manière sous-jacente la Chine, même si les incendiaires pourraient être la Russie et peut-être l'Iran, si jamais l'Iran avait eu une main directe dans les événements du 7 octobre en Israël. Euh, et au cœur de cette question-là, et ça c'était un papier que j'avais écrit, un édito dans Le Monde il y a de ces 2 ans, il y a effectivement cette question technologique. Parce que ce qui fait extrêmement peur aux Américains, dont l'histoire stratégique peut-être fait écho, par exemple, à la guerre de sécession qui avait été gagnée par le Nord le plus industriel et par les 2 guerres mondiales qui avaient été gagnées par les États-Unis et en particulier dans la deuxième guerre mondiale qui avait été vraiment le cœur industriel de la lutte de l'Occident, industriel et technologique, hein, bien sûr. Bien Hein, sûr. Oppenheimer est un exemple d'eux. Il y en a plein d'autres. Il faut d'ailleurs évoquer Bletchley Park, qui était plutôt d'ailleurs chez nos amis anglais. Mais après, évidemment, toute cette technologie-là, il est parti chez les Américains, bon, etc. Donc, les Américains, et probablement à raison, ont toujours pensé que l'une des clés de contrôler le jeu et de maintenir leur suprématie était dans la technologie, de façon très claire et très évidente. Euh, Les Soviétiques se sont effondrés parce qu'ils n'y arrivaient pas, et en particulier, ils n'y arrivaient pas d'un point de vue technologique. Et là, Mhm. on a vu émerger un compétiteur pair qui, ne joue pas les règles du jeu du mode de vie occidental, à savoir, ben, ça reste un système totalitaire. On ne respecte pas d'ailleurs nécessairement les règles du jeu du droit international, par exemple, sur les frontières maritimes de la Chine. Euh, et puis à côté de ça, à la différence de l'Union soviétique déclinante, ben là pour le coup, qui est un compétiteur technologique très puissant. Et on le voit d'ailleurs dans plein de dimensions. Euh, on peut parler des drones, bien sûr. On peut parler de l'intelligence artificielle en termes de papier de recherche. Voilà, on peut parler aussi beaucoup de robotisation où le parc de robots de très loin dépasse plusieurs des grands pays industriels cumulés, l'Allemagne, les États-Unis, la Corée. Ben non, la Chine a le plus grand parc de robots industriels au monde. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que la Chine n'est pas une puissance occidentale, donc on a du mal à échanger, coopérer avec elle. Elle a un pouvoir en plus qui est devenu très personnel et très solitaire, et pour le coup est une grande puissance technologique. Bon. Et là-dessus, effectivement, se greffe ce sujet de Taïwan, qui est un sujet très épineux du point de vue du nationalisme chinois. Alors, je veux dire, aujourd'hui, on parle de Taïwan parce qu'avant ça, les Chinois ont absorbé Hong Kong. On se serait Ouais. battu un peu plus sur Hong Kong. Peut-être qu'on aurait moins de pression sur Taïwan aujourd'hui parce que le point de fixation serait Hong Kong. On a lâché Hong Kong totalement, alors que Hong Kong ne devait être
totalement rétrocédé, enfin, OTAN était rétrocédé à la Chine depuis 1997, mais il y avait cette idée de euh, un pays de système qui devait se maintenir. Et pendant la crise Covid, eh bien, de facto, on a abandonné Hong Kong. Et je pense que ça a donné pas mal d'enthousiasme de la part du pouvoir chinois qui a vu à quel point Hong Kong avait cédé assez rapidement pour se dire, bon, voilà, un pays de système, on va l'imposer, on l'a fait à Hong Kong, en fait, c'est un pays, un système. Et maintenant, on va l'imposer à Taïwan et on va le Hmm. faire par la pression et par la force. Hein. Sachant que l'idée de cette réunification, elle est clé d'un point de vue idéologique pour le Parti communiste chinois, vu que il y avait eu Chiang Kai-shek et toutes les forces de Kuomintang qui avaient maintenu cette île, ce bastion nationaliste aux portes de après 1948, 1949, pardon, qui avait déjà eu d'ailleurs deux affrontements, certains proches de la crise nucléaire en 1954 et 1958. Et puis après, un traité, Taiwan Relation Act, et traité avec les États-Unis à partir de 79, qui à la fois les Américains reconnaissaient la Chine, mais en même temps, eh bien, protégeaient de façon défensive Taïwan. Et là, à partir du moment où Hong Kong tombe, eh bien, est dans un pouvoir qui est très personnel, comme un petit peu, c'est le danger de ce qu'on a vu aussi en Russie avec Poutine qui déclare la guerre tout d'un coup tout seul. Hein. Euh, Hmm. et derrière ça, cette montée de la contestation, parce qu'effectivement, Taïwan, bon, d'abord pour les Chinois, au-delà tout ce qui est microprocesseurs, il y a cet enjeu idéologique nationaliste, ok, ça c'est la chose la plus importante. Il y a évidemment la technologie, et ça c'est clé. Le seul endroit où on fabrique, en particulier d'ailleurs grâce à des technologies néerlandaises, mais des puces à 2 nanomètres et on va être capable d'aller plus loin. Mais donc, c'est vraiment, d'un point de vue économique, un acteur clé. Entre parenthèses, je ne sais plus si c'était le cas, mais il y a un an ou deux, le commerce des États-Unis avec Taïwan était plus important qu'avec la France. Ouais. Ok. Oui, c'est un peu plus de 20 millions d'habitants, mais en réalité, c'est un point important à cause justement de la technologie. Et donc, il y a TSMC, il y en a d'autres, il y a aussi Foxconn, OK, etc. Euh, et donc, c'est un acteur technologique extrêmement important. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Américains, qui ont senti le vent venir, ont mis sur la table 50 milliards pour ouvrir des usines, en partie au Texas, et puis la même chose qui va se faire en Allemagne, même si on sait aujourd'hui, à cause d'une main-d'œuvre qui est moins bien qualifiée, on a beaucoup de difficultés apparemment dans les usines du Texas. Donc, voilà, il y a des tensions, il y a des risques qui sont forts. Euh, cette crispation, et puis un dernier point évidemment, c'est que, et qui est aussi important que les deux autres points, c'est le symbole de Taïwan qui tomberait du côté chinois pour le reste des pays de la sphère Indo-Pacifique. Donc là, on trouve la Corée du Sud avec Samsung, qui produisent aussi des microprocesseurs, qui produisent des téléphones mobiles, qui produisent énormément de technologies. OK. Il y a le Japon, évidemment, qui reste un des 5 plus grands pays industriels au monde. Je dis 5 parce que l'Inde, je crois, lui est montée devant. Bah, il y a l'Inde qui est devenue de facto très récemment, la troisième puissance économique du monde. Donc voilà, il y a en fait une très large part du sort des plus grands partenaires économiques des États-Unis qui se joue dans cette sphère Indo-Pacifique, entre parenthèses aussi pour nous, bien Ouais. sûr, pour nous Français, pour nous Européens. Et donc, l'idée, entre guillemets, c'est que si Taïwan tombait soit par la force, soit par la persuasion, je ne vais pas entrer dans les aspects de guerre cognitive, mais Taïwan aussi est victime de beaucoup de ces guerres cognitives qu'on a évoquées au cours de notre échange, eh bien là, il y a le risque que ça donne un message pour l'ensemble des alliés des États-Unis de dire waouh, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les États-Unis? Bon. Et je parle, Ouais. et un dernier élément, évidemment, qui est tout aussi important que les trois autres, c'est les voies de navigation dans cet espace maritime qui est extrêmement important, d'où l'importance d'ailleurs du renforcement de l'alliance entre les États-Unis et les Philippines, du renforcement de l'alliance, enfin, du partenariat
plutôt appeler partenariat, en tout cas un partenariat de plus en plus renforcé entre le Vietnam et les États-Unis, OK? Mmh. Donc tout ça, parce que, il y a aussi cet aspect évidemment, qu'on ne peut pas prendre en otage, un espace de navigation qui est parmi le plus important, peut-être le plus important des échanges économiques mondiaux. Donc voilà, tout ça qui est posé avec en filigrane, bah oui, une crispation qui est très forte, bon, mais qui est une crispation générale, et peut-être, pour finir un peu sur un aspect technologique, une crispation, en tout cas c'est mon hypothèse, qui à cause de la technologie va se renforcer. Et je rebondis à Mmh. nouveau sur la question de l'IA. Quand tu crées de l'IA, tu embarques de plus en plus des systèmes éthiques. Tu vois bien la manière dont, par exemple, ChatGPT est bridé selon les Ouais. questions qui sont posées et elle est bridée selon un certain code éthique. Bon, évidemment, si tu poses la question de y a-t-il un génocide des Ouïghours en Chine à Bing, qui appartient à Microsoft, Perplexity.ai, qui est une boîte occidentale, tu n'auras pas la même réponse que si tu poses la question à Baidu. Ouais. Ça, c'est un Ah, premier exemple qui est Ernie de Baidu notamment. Ouais. Ernie. Ouais. Donc, c'est un premier signal d'alarme de se dire, OK, et si jusqu'où je peux inclure des services où je pourrais avoir les réponses qui, c'est pas de l'apologie au génocide, mais en tout cas, c'est de la dénégation de génocide. Donc, point d'interrogation d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral et peut-être même d'un point de vue légal. Bon, ça, c'est pour les services d'IA générative. Maintenant, tu penses aux IA qui vont être embarqués dans de plus en plus d'éléments de l'ensemble de nos produits, hein. On sait que déjà, dans les automobiles, tu as 30 à 50% de la valeur qui est du code, et dans ce code, il va y avoir de plus en plus d'IA. Bon, là encore, et là on touche des questions à la fois d'éthique, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes vues éthiques qu'en Chine, et aussi des questions de protection de la donnée, et puis aussi les protections de cybersécurité, tout simplement. Ouais. Je rappelle qu'il y a une loi chinoise, National Cyber Security Law, qui est passée en 2017, qui impose à n'importe quel opérateur chinois d'accepter des requêtes, j'allais dire des réquisitions, sans un contrôle judiciaire qui de toute façon est un petit peu faiblard en Chine et qui viendrait d'autorités de services chinois. Mmh. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que peut-être pour des questions et d'éthique et de sécurité, on ne pourra plus importer de produits chinois. Parce que Ouais. tous les produits vont incorporer de plus en plus de technologies, mais cette technologie, elle ne convient pas, entre guillemets, à nos normes occidentales et évidemment à notre sécurité occidentale. Et auquel cas, on voit bien comment la technologie qui est au cœur de notre développement économique aujourd'hui, eh ben, si on ne peut plus importer de produits chinois, ben, eux, ils importeront plus de produits occidentaux. Et on va avoir donc une séparation des plaques politiques et technologiques, de facto, qui vont être de plus en plus fortes. Et on va Mmh. retourner quelque part potentiellement à ce qu'a été le monde de la Première Guerre froide, avec des tensions géopolitiques qui peuvent être graves, qui parfois peuvent être menées à des crises nucléaires, et puis donc une séparation des échanges économiques de plus en plus forts. Mon pari personnel, en tout cas mon hypothèse, c'est que c'est la Chine qui va perdre le plus à se sortir du monde, parce que entre d'un côté la Chine, la Russie, l'Iran, et puis peut-être d'autres pays, et de l'autre les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, et puis l'Inde, et puis le reste de l'Asie développée, bah, si je devais parier juste par les masses Mmh. et les technologies engagées, voilà, je parierais sur le second. Ouais, tout à fait. Oui, mais donc un futur très risqué quand même, ce que tu nous décris, par rapport, mais des possibilités, on comprend aussi pourquoi, des acteurs comme Tesla ou comme OpenAI, développent aujourd'hui, ben, leur propre GPU, leur propre, puce, pour travailler sur l'IA, peut-être aussi par anticipation de ces scénarios, heu, très compliqués, quoi. Oui, alors Tesla, c'est en particulier c'est ultra compliqué puisque Tesla a un bout aux États-Unis et un bout en Chine. Oui. Donc je souhaite bonne chance à monsieur Elon Musk qui n'est pas non plus,
Mmh. le géopolitologue le plus avisé, en tout cas de mon point de vue, hein. Il faut voir ce qu'il a pu sortir sous l'influence de dialogue avec Vladimir Poutine, ce qui n'est jamais bon, ou même par rapport au dossier ukrainien, ou même ce qu'il a pu sortir très très récemment sur l'Iran qui serait en fait encerclé par des bases américaines, ce qui est fallacieux et curieux d'ailleurs, il faut le dire, de la part d'un entrepreneur américain. Bon, mais ça c'est un problème de Elon Musk et de la gouvernance de l'ensemble des entreprises, mais aussi entre parenthèses, c'est vrai aussi que ça va être un problème pour nous occidentaux, hein. Bon. Mmh. Euh, mais de manière plus générale, effectivement, il faut poser un cadre qu'on voit dans la technologie, mais qui dépasse la technologie. On a vécu pendant une trentaine d'années dans ce que j'appellerais les 30 Pacifiques, en fait. Entre la chute du mur de Berlin en 1989 et l'invasion de l'Ukraine, février 2022, on a vécu, en fait, alors, avec les ACME qui ont été la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, on a vécu dans un monde pacifique. En tout cas, l'ensemble des grandes puissances plus ou moins convergé. À un moment convergé, puis après on est à diverger lentement. Et puis là, peut-être, depuis février 2022, eh bien, on a arrêté ces 30 pacifiques. On est entré dans une nouvelle période qui, de mon point de vue, va ressembler assez fortement à ce qu'on a vécu pendant la première guerre froide. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, à la fois, fait monter les enjeux, mais en même temps les gèle. Donc, à nouveau, je ne vois pas de conflit direct entre grandes puissances nucléaires, hein, heureusement. Mmh. Mais, donc voilà, on va retrouver ce qu'on a vécu avec des dimensions de guerre hybride et donc, et cette fois, utilisant les éléments numériques, des attaques cyber, des attaques cognitives, ce que l'on voit déjà, hein, d'ailleurs, et en particulier, ce que l'on risque de voir de manière très forte dans cette, pardon de l'allitération, mais deuxième crise de la nouvelle guerre froide, qui est le conflit Israël contre le Hamas. Mmh. Avec derrière, là aussi, c'est là où on est vraiment dans un cadre qui ressemble à la guerre froide, on se pose des questions, il faut le dire, sur les soutiens de l'Iran et le soutien de la Russie. Et en particulier, on voit une campagne hybride russe, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, en accompagnement de ce qui s'est passé, où tout d'un coup, il y a eu un revirement très antisémite de beaucoup d'agents russes. En même temps qu'on a vu dans le cyber des groupes qui font du déni de service. Donc, c'est une forme d'attaque cyber, on va dire une nuisance pas trop grave, emmerdante, mais pas trop grave, comme par exemple Killnet ou Anonymous Sudan, qui, malgré son nom, plutôt comme son nom ne l'indique pas, est en fait russe, et qui se sont mis à cibler dans les 24-48 heures qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, des objectifs israéliens. Bon, alors sans que ça fasse trop de grabuge, mais on a pu se poser la question. On a vu aussi certains comptes qu'un compte en ligne qui appartient au réseau des informations russes, qui d'habitude font de la désinformation anti-ukrainienne, ont commencé à faire les désinformations anti-israéliennes. Puis là-dessus, on voit des jalons qui sont posés de quelque chose qui pourrait ressembler à le lancement d'une campagne antisémite qui viendrait en Russie. Ce qui s'est passé il y a 2 jours dans un aéroport de Daghestan est très frappant, parce que soit la Russie ne contrôle plus du tout, soit eh bien, elle laisse faire. Et je dois le dire, les services russes ont une longue tradition qui remonte bien avant d'ailleurs l'Union soviétique à l'utilisation d'agents provocateurs, donc il faut le dire, tout est possible. Euh, Mmh. et puis aussi des paroles curieuses de Vladimir Poutine qui remet la faute de tout ce qui se passe évidemment sur le compte des Occidentaux, mais en utilisant des termes comme les élites régnantes des États-Unis qui peuvent avoir quand même des échos antisémites. Donc on a des éléments là de ce qui ressemble à une campagne hybride. Et à nouveau, pour ceux qui ont étudié les guerres froides, ce n'est pas une très grande surprise. On a déjà vu ça de façon un peu différente, mais pendant la guerre froide. On avait même vu pendant la guerre froide une résurgence dans les années 50 en RFA, en République fédérale d'Allemagne, de groupes néo-nazis qui étaient en fait aidés, actionnés par le KGB, de façon à Mmh. décrédibiliser l'Allemagne de l'Ouest.
Donc voilà, tout est possible. De la même façon, d'ailleurs, je peux le dire, et on le voit dans le cyber, il faut faire attention aux groupes qui, comme Anonymous Sudan ou comme le Cybercalifat, qui ne sont pas forcément islamistes. Le Cybercalifat avait attaqué TV5 Monde en 2015. Et beaucoup de chercheurs ont dit, mais non, en fait, c'est APT28, c'est FanCyber, c'est en fait une émanation du renseignement militaire russe. Hmm. Voilà, faisons Oui, très bon, bah écoute, attention, on va être dans un donc monde de faux semblants. un monde de faux semblants, un paysage, donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur tout ça. Guy-Philippe, on arrive au bout du format. J'aimerais te demander un petit peu donc, si tu as une timeline pour, l'AGI, et la super intelligence. L'intelligence artificielle, générale qu'on peut définir, enfin, par exemple, je vais te donner la définition de Mira Murati d'OpenAI, qui est on l'a défini comme un système informatique qui est essentiellement capable d'effectuer de manière autonome la majorité du travail intellectuel. Est-ce que toi, tu as, une idée, niveau timeline de ça? Pour moi, on va y arriver, si c'est ça, on va y arriver très rapidement. Alors, je vais te dire, bon, parce que je suis peureux, je vais te dire dans moins de 20 ans, mais avant Mmh. 2040. Je vois très bien la manière dont on peut automatiser. Tu vois des choses même comme AutoGen, euh, en plus de GPT, et on en est entre guillemets qu'au tout début. On voit des choses, des propriétés émergentes qui sont assez considérables. Donc, si c'est automatiser une très large partie du travail intellectuel, y compris tout ce qui va être manipulation symbolique, etc., je ne m'empêche pas de penser, enfin, en disant ça, je prends un pas de recul, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir, si on a des systèmes qui soient capables d'eux-mêmes de monter des modélisations, même s'ils ne les comprennent pas forcément, tout ce qui incombe finalement, c'est d'avoir un input, un output et un système d'apprentissage. Je ne sais pas moi ce que c'est que la compréhension intime des choses. Ce que j'ai besoin d'avoir, c'est un système d'apprentissage. Je ne vois pas ce qui m'empêche de penser que dans moins de 20 ans, avant 2040, on ait ces capacités-là. Voilà. Ouais. Peut-être que ça fait un peu réponse de Normand, peut-être que tu as eu des interviewés qui, qui ont été encore plus affirmés. Voilà, mais Non, non, je non, non. vois que Ce que je mais veux dire, pour c'est un qu'on travail humain, on on peut avoir ouais, tout pour ce type qui de ressemble à un travail intellectuel humain, voilà. évidemment, évidemment, évidemment. Non, non, mais moi personnellement, je pense que ça peut arriver encore plus vite mais après la question c'est est-ce que ça arrive déjà, dans un horizon relativement proche et 20 ans, je considère que ça l'est si tu veux et parce que ça aura des conséquences sur la société et là tu en as parlé tout à l'heure, notamment au niveau de l'éducation, mais au niveau aussi de l'emploi qui vont être, extraordinaires. Alors, après, un dernier point, c'est qu'on parle souvent de concepts qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas bien qualifier, qu'on ne sait pas bien tester. Intelligence générale ou conscience. Ça, très sincèrement, donc là-dessus, mais la capacité à faire 99% du travail humain, y compris des éléments de modélisation, de test, oui, moi je te dis dans les moins de 20 ans. Mmh. Super. Guy Philippe, alors la dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Oui, alors je ne vais pas faire dans l'original, mais j'espère donner une réponse originale. Comme beaucoup, évidemment, mon film de science-fiction ever favori, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Mmh. Mais en fait, ce que je trouve très malin, et je veux reboucler parce que c'est en filigrane de tout ce qu'on s'est dit, ce que je trouve très malin dans ce qu'a fait Kubrick, c'est qu'il nous a tendu un piège. Et il nous a tendu un piège dès le titre, l'Odyssée de l'espace. En fait, ce que Kubrick montre pour moi dans le film, avec ces différentes étapes. D'abord, les singes qui commencent à utiliser des outils, puis l'être humain qui utilise des outils avancés, voire qui utilise
une intelligence artificielle, justement, HAL, qu'il doit être capable de dépasser pour aller, en fait, au contact ultime, qui est cette intelligence extraterrestre, qui est peut-être plus ancienne et donc qui comprend bien plus de choses et donc qui ouvre encore plus de perspectives. Et ce que, pour moi, cela montre du film, c'est un message qui est très fort, c'est que le principal voyage de notre humanité n'est pas le voyage dans l'espace. Le principal voyage de notre humanité, il est le voyage dans les strates d'intelligence vers des intelligences de plus en plus élevées. Mmh. L'espace n'est qu'un gentil décor, mais ce qui se joue, c'est notre capacité à évoluer et aller toujours plus loin dans l'intelligence. C'est ça notre voyage le plus passionnant, en fait. Et que, on risque d'avoir des découvertes extrêmement surprenantes. Et tout dernier point, bon, autre interprétation, c'est que si justement on arrive à un niveau extrêmement élevé d'intelligence, eh bien c'est là justement où on risque de rencontrer euh, des intelligences externes. Pourquoi? Et ça c'est pas dit, mais enfin c'est mon interprétation de Milan, mais c'est aussi mon interprétation de beaucoup de choses sur les questions de sécurité. C'est que dans ce voyage de l'intelligence, et c'est ce qu'on a dit tout au long de notre échange, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire, mais il y a aussi des horreurs que l'on peut provoquer. Et à un moment donné, si on n'est pas capable de contrôler les horreurs, ben quelque part, ben on va peut-être poser un problème pour le reste des autres intelligences du monde, un problème de prolifération. Et donc c'est là où, par nécessité, je dirais même par nécessité de sécurité, il y aura cette rencontre. Mmh. Bon, c'est une autre perspective. Mais déjà, juste garder cette idée que le principal voyage, la principale conquête qui doit animer l'humanité n'est pas ce voyage dans l'espace, on s'en fout d'aller vers Jupiter. Ce qui compte, c'est d'aller au-delà du monolithe noir, c'est d'aller vers de nouvelles strates d'intelligence. Et c'est ça qui est passionnant et fascinant. Et c'est ça tout ce que va nous permettre d'ailleurs de faire l'IA. Super. Eh bien, écoute, c'est la conclusion parfaite. Merci Guy Philippe, c'était un plaisir d'échanger avec toi et c'était super intéressant. Merci beaucoup pour ce que tu nous as apporté là. Je t'en prie, Nicolas. À très vite. Au revoir. À bientôt. Merci Guy Philippe.